Une mère célibataire en difficulté achète du lait maternisé avec des pièces de monnaie. Le PDG derrière elle murmure, « Mettez ça sur ma carte. Il vous manque de l'argent, ma chère. 3,18 $. Ces mots frappèrent comme une gifle. Mary Mitchell cligna des yeux vers la caissière, puis recula devant la pile de pièces qu'elle avait soigneusement alignées sur le comptoir. Des pièces de 25, de 10, de 500, même 2 centimes qu'elle avait grattées du fond de sa poche de manteau, tout ce qui lui restait. Ses bras se serrèrent autour de Janice, 6 mois, dont la tête reposait sur son épaule, chaude et humide de sueur. Le bébé toussa de nouveau, une toux aiguë, encombrée, pitoyable, et laissa échapper un léger gémissement. Ses joues étaient rouges et marbrées par la fièvre. Le lait maternisé que Marie avait choisi n'était pas n'importe quelle marque. C'était le Gentle-Care Premium, celui que le pédiatre de Janice avait recommandé pour sa digestion sensible. Marie savait que cela coûtait plus cher que la version ordinaire. Mais après 3 nuits de vomissements en jet, d'érythèmes fessiers et de pleurs incessants, il n'y avait pas d'alternative. Elle avait pris sa décision avant même de quitter leur appartement, elle l'achèterait quoi qu'il arrive. Elle ne s'attendait pas à être à court. Les mains de Marie, gercées par le vent et le froid, se tendirent lentement vers la boîte sur le comptoir. Sa gorge était serrée. Elle ne pouvait même pas formuler une excuse. Derrière elle, quelqu'un toussa impatiemment. La file s'était allongée. Un homme déplaça son poids. Une adolescente fit claquer son chewing-gum. La chaleur du magasin était maintenant étouffante, trop silencieuse, trop attentive. Janice gémit de nouveau, et Marie la berça doucement dans ses bras, murmurant « Chut, ma petite ». La caissière, une femme au visage rond avec des lunettes à monture argentée et un pull en tricot rouge, offrit un sourire hésitant. « Je suis désolé, ma chère. Les prix ont augmenté le mois dernier. Ça fait 24,16 $ avec les taxes. » La voix de Marie sortit à peine de ses lèvres. « Je croyais avoir assez. » Vous y étiez presque. Le ton de la femme était gentil, pas moqueur. Juste un peu plus de 3 $ de moins. Marie fixa la boîte un long moment. Sa fierté voulait qu'elle parte. La respiration de sa fille, superficielle et rauque, la clouait sur place. Elle avait prévu de sauter le déjeuner aujourd'hui, peut-être aussi le dîner. Ce n'était pas grave. Elle avait déjà eu faim, mais Janice ne pouvait pas attendre. De sa main libre, Marie tendit lentement la main et commença à retirer la boîte du scanner. Puis, un léger bruit de pas, une présence à côté d'elle. Un homme s'avança de la file. Il ne parla pas d'abord, se contenta de plonger la main dans la poche intérieure de son manteau de laine anthracite et d'en retirer une fine carte de crédit noire. Ses mouvements étaient calmes, presque détachés, comme si ce n'était pas un moment de décision, mais une routine. Il déposa délicatement la carte sur le comptoir et dit « Mettez ça sur ma carte ». La caissière resta figée une demi-seconde, regardant de l'élégante carte noire sur le comptoir à l'homme qui avait parlé. Sa présence était discrète, pas autoritaire, mais elle fit taire la pièce d'une manière ou d'une autre. Joseph Westridge était grand, impeccablement vêtu d'un manteau anthracite sur mesure, d'un pantalon sombre et de chaussures polies qui semblaient trop chères pour le linoléum collant du sol. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés en arrière, et il y avait une certaine immobilité en lui, non pas rigide, mais posée, comme quelqu'un habitué à être écouté. Il ne regarda pas les autres clients. Il ne s'expliqua pas. Il dit simplement « Mettez ça sur ma carte ». Marie cligna des yeux, surprise. Le poids de sa fille dans ses bras l'avait engourdie à tout, sauf à la survie. Maintenant, un instant, la pièce vacilla. Elle réajusta Janice, qui gigota doucement, et fit un petit pas en arrière. « Je ne veux pas de votre pitié, dit-elle d'une voix basse, plus défensive qu'elle ne l'avait voulu. Joseph croisa son regard. Son expression ne changea pas, ce n'est pas de la pitié, c'est juste de la gentillesse, et vous semblez en avoir besoin aujourd'hui. Quelque chose dans la façon dont il le dit, doucement, sans jugement, eut un impact plus lourd que des dizaines de réconforts n'auraient pu en avoir. Derrière le comptoir, Betty, la caissière, laissa échapper un petit soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Elle avait vu toutes sortes de gens passer par le magasin, des hommes en colère en costume, des mères s'effondrant dans l'allée des bonbons, des adolescents essayant de voler des boissons énergisantes. Mais ça, c'était différent. Elle s'éclaircit la gorge. Ça fera 24,16 $, murmura-t-elle. Joseph lui tendit la carte,
jetant à peine un coup d'œil à l'écran alors qu'il émettait un bip, approuvait la transaction et crachait le reçu. Il ramassa le petit sac blanc et se tourna vers Marie, le lui tendant avec une calme finalité. Marie hésita. Ses doigts se serrèrent autour du petit corps de Janice. Elle avait toujours de la fièvre, elle reniflait toujours. Les épaules de Marie s'affaissèrent d'épuisement. Sa fierté lui criait de refuser. Mais Janice gémit de nouveau, et ce son fut plus fort. Marie prit le sac, les yeux baissés. « Merci, dit-elle, à peine audible. » Joseph ne sourit pas. Il hocha simplement la tête une fois. Puis il plongea de nouveau la main dans la poche de son manteau, fouillant brièvement avant d'en sortir un petit porte-clés en peluche, usé, un ours en peluche beige, délavé et effiloché autour des oreilles. Il s'agenouilla légèrement, équilibrant son poids pour pouvoir parler doucement à la hauteur de Janice. Le bébé le regarda en clignant des yeux, les joues rougies, le souffle sifflant. « Ça a aidé ma nièce une fois, dit-il en tendant l'ours. Elle faisait des terreurs nocturnes après le décès de sa mère. Je l'ai gardée dans ma poche pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle arrête enfin de pleurer la nuit. Peut-être que ça l'aidera aussi. » Marie fixa l'ours. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Sa gorge lui faisait mal. Puis elle tendit la main, ses doigts effleurant les siens alors qu'elle le prenait. Elle ne dit rien. La petite main de Janice s'accrocha presque immédiatement à l'ours doux, le pressant contre sa joue. Derrière le comptoir, Betty renifla discrètement, puis s'éclaircit la gorge plus fort que nécessaire. Elle redressa une rangée de paquets de chewing-gum. « C'était une belle chose que vous avez faite, dit-elle doucement. » Joseph se redressa et lui fit un signe de tête respectueux. « Parfois, le monde est trop bruyant, répondit-il. Une gentillesse discrète peut faire beaucoup de bien. » Marie se tourna alors, ses bottes frottant doucement sur le sol, et se dirigea vers la porte. Elle ne regarda pas en arrière, ne dit pas un mot de plus. La cloche tinta au-dessus d'elle alors qu'elle s'engouffrait dans l'air froid du soir. Et tout comme ça, elle était partie, disparaissant dans l'obscurité comme tant de femmes avant elle. Joseph resta immobile un instant. La file derrière lui avait recommencé à bouger. La vie reprenait son cours. Un homme s'avança avec un pack de bière. Quelqu'un à l'arrière marmonna à propos du retard, mais Betty observa Joseph tandis qu'il rangeait le reçu dans son portefeuille, hocha poliment la tête une fois de plus, et se dirigea vers la porte. Il sortit dans le vent vif. Le soleil avait entièrement disparu sous la ligne d'horizon de Boston, et les lampadaires brillaient d'une lueur orange contre la neige qui tombait. Sa voiture était garée à un pâté de maison, une berline noire élégante luisante sous un réverbère clignotant. Mais Joseph n'alla pas directement vers elle. Au lieu de cela, il resta là, le col de son manteau relevé, observant la direction qu'avait prise Marie. Elle n'était plus qu'une silhouette, un bras serré autour de son bébé, l'autre tenant le petit sac en plastique. Elle marchait vite, non par peur, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. L'urgence d'une mère. Joseph expira lentement, son souffle s'embruma dans l'air. Quelque chose remua en lui, cette femme. Elle n'avait pas demandé d'aide. Elle s'était probablement habituée à ne pas en demander. Et pourtant, elle était là, faisant tout ce qu'elle pouvait pour ce bébé. Il jeta un coup d'œil au magasin du coin, puis une fois de plus dans la rue. Il ne pouvait pas l'oublier. Cette attirance, cet instinct. Il commença à marcher vers sa voiture, mais c'est pas ralentir. Et lorsqu'il atteignit la portière, la main posée sur la poignée, il s'arrêta. Il regarda de nouveau. La ville bourdonnait derrière lui, des klaxons au loin, quelqu'un criant, mais tout ce qu'il voyait, c'était elle. Et quelque chose lui disait que ce n'était pas la fin. La pluie vint sans prévenir. Elle commença par une brume, à peine perceptible dans l'air nocturne, mais en quelques minutes, elle se transforma en une averse continue, trempant les trottoirs fissurés du centre-ville de Boston. Marie courba les épaules, tirant le mince capuchon de son manteau usé sur la tête de Janice. Le bébé gémit, toussant plus fort maintenant, ses petites respirations sifflant avec effort. Marie serra son manteau plus fort autour d'elle deux, protégeant Janice du mieux qu'elle put, bien que le tissu soit déjà humide. Elle continua à marcher vite mais prudemment. Le trottoir luisait sous les lampadaires, glissant de flaques d'eau et d'huile. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, ses bras lui faisant mal à force de tenir Janice près d'elle. Le bébé gigota contre sa poitrine, agité, fiévreux. Puis elle l'entendit. Le ronronnement d'un moteur de voiture qui ralentissait derrière elle.
Une berline noire élégante s'arrêta le long du trottoir à côté d'elle. La vitre côté passager s'abaissa doucement, et à travers la brume et la lueur des phares, Marie vit le même homme du magasin, Joseph Westridge. Il ne sourit pas. Il n'éleva pas la voix. Son ton était égal, direct. « Vous ne devriez pas être dehors avec un bébé malade, dit-il. Laissez-moi vous conduire à l'hôpital. » Marie se figea, la pluie gouttée de ses cils. Janice toussa de nouveau brusquement, son petit poing se serrant dans le manteau de Marie. Elle regarda la voiture, puis le bébé, puis l'homme derrière le volant. « Pourquoi » demanda-t-elle, non pas en accusant, juste épuisée. Joseph posa ses deux mains sur le volant. « Parce qu'elle a besoin d'aide, et parce que je ne veux pas regretter de ne pas l'avoir offerte. » La mâchoire de Marie se serra, mais la prochaine toux de Janice prit la décision pour elle. Elle hocha la tête une fois. La portière s'ouvrit, et elle se glissa sur le siège avant, serrant toujours Janice. L'intérieur était chaud, l'odeur de cuir et d'un léger parfum se mêlant à celle de la pluie et de la poudre pour bébé. Joseph ne dit rien pendant les premiers pâtés de maison. Il conduisit en douceur, les yeux fixés sur la route, les essuie-glaces balayant rythmiquement. Finalement, il demanda « Quel est votre nom ?» « Marie Mitchell » répondit-elle, écartant des mèches de cheveux humides de son visage. Sa tête se tourna légèrement, la surprise traversant son expression. « Vous travaillez chez Westridge, n'est-ce pas ?» Marie le regarda, surprise. « Vous vous souvenez ?»« Oui, dit-il. Vous avez été nominé pour le programme Elvat il y a 2 ans. Puis un jour, vous avez simplement disparu. » Marie laissa échapper un petit rire sec. « Oui, ça semble logique. » Joseph attendit. « Mon mari est parti quand j'étais enceinte de 6 mois, continua-t-elle doucement. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. J'ai essayé de continuer à travailler, mais les choses ont dégénéré rapidement. Je ne savais pas comment me présenter en salle de réunion quand je ne pouvais même pas me payer de garde d'enfants ou de loyer. La voiture ralentit à un feu rouge. La pluie tambourinait sur le toit. Je n'avais pas l'intention de disparaître, ajouta-t-elle, les yeux fixés sur la ville floue à travers la fenêtre. Je ne savais juste pas comment rester. Joseph ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, le genre de signe qui dit « Je vous entends, pas je suis désolé pour vous ». Il n'a jamais dit « Je vous l'avais dit ». Alors qu'ils continuaient de rouler, le silence s'installa doucement entre eux, non pas gênant, mais respectueux. Dans le rétroviseur, Joseph jeta un coup d'œil. Il vit Marie bercer doucement Janice dans ses bras, murmurant quelque chose de doux, une berceuse, peut-être. Une main berçait la tête du bébé, l'autre essuyait sa propre joue. Des larmes mêlées à la pluie avaient commencé à tomber, mais elle ne se laissait pas s'effondrer, pas complètement. Elle chantait à travers cela. Les doigts de Joseph serrèrent plus fermement le volant. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait, mais il savait une chose, alors que le panneau de l'hôpital apparaissait à travers la brume, il était content d'avoir fait demi-tour. Les urgences étaient calmes en ce début de soirée, remplies seulement du bip occasionnel des machines et du faible murmure des infirmières se déplaçant dans les couloirs. Marie était assise raidement dans le coin de l'aile pédiatrique. Janice était blottie dans ses bras, emmaillotée dans une couverture d'hôpital chaude. Le médecin venait de sortir après avoir expliqué le diagnostic, pneumonie légère, probablement causée par le froid et une exposition prolongée. Janice aurait besoin de surveillance pendant quelques heures, d'une ordonnance d'antibiotiques et de repos. Rien de mortel, mais suffisamment grave pour que le cœur de Marie soit serré de culpabilité et de peur. Marie regarda sa fille, brossant doucement les mèches de cheveux humides de son front rougi. Le bébé avait finalement cessé de tousser et s'était endormi d'un sommeil agité, sa petite poitrine montant et descendant par de courtes respirations superficielles. Elle n'avait pas remarqué que Joseph était toujours là jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Il était assis sur le banc en face d'elle, les bras posés sur ses genoux, sa cravate légèrement desserrée. Son regard n'était pas sur son téléphone, ni sur l'horloge, ni même sur elle. Il était sur Janice, calme, patient. « Vous n'étiez pas obligé de rester », dit Marie doucement. Joseph tourna la tête, haussant légèrement les épaules. « Je sais. » Marie hésita. Elle voulait demander pourquoi, mais l'épuisement pesait trop lourd sur sa voix. Son corps, vidé de toutes ses réserves, céda lentement. Ses yeux se fermèrent. Serrant toujours Janice contre elle, elle laissa sa tête tomber en arrière contre le mur, et le sommeil la submergea. Quand elle se réveilla, les lumières étaient plus faibles,
et le monde semblait plus silencieux. Janice était toujours dans ses bras, respirant maintenant régulièrement. Il y avait une mince couverture sur les jambes de Marie qui n'y était pas auparavant. Elle s'assit lentement, ses articulations raides. Quelque chose se froissa dans sa poche. Fronçant les sourcils, elle y plongea la main et en sortit un morceau de papier plié, un reçu de paiement d'hôpital. Entièrement payé. Sa gorge se serra. Elle regarda autour d'elle. Joseph était assis juste à l'extérieur de la pièce maintenant, sirotant une tasse de café d'hôpital. Quand il la vit bouger, il se leva et entra, faisant attention de ne pas la surprendre. « Vous avez payé » demanda Marie doucement, levant le reçu. Il hocha la tête une fois. Ce n'était pas grand-chose. Je me suis dit que vous aviez déjà assez à faire. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais ne trouva pas les mots. Joseph passa une main sur l'arrière de son cou. Je n'ai pas fait ça pour vous offenser, Marie. J'ai déjà été là. Pas exactement à votre place, mais assez près pour me souvenir de ce que ça fait. Marie l'observa, les sourcils froncés d'une curiosité prudente. Ma sœur, continua-t-il, la voix basse. Elle était mère célibataire, 2 emplois, sans soutien. Je n'arrêtais pas de dire que je l'aiderais davantage, que je viendrais, que j'enverrais de l'argent, que j'appellerais, mais le travail passait toujours en premier. J'étais trop tard. Il détourna le regard un instant, comme si le souvenir vivait encore quelque part de trop vif. Elle est décédée il y a 5 ans. Pneumonie. Elle l'a ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa fille avait 4 ans. Marie halta. Elle baissa les yeux vers Janice. J'ai trouvé beaucoup d'excuses à l'époque, ajouta Joseph. À propos d'être occupé, de la vie qui se mettait en travers. Je crois qu'aujourd'hui, je ne voulais juste pas en faire une autre. Le silence s'installa entre eux, doux et lourd, le genre de silence qui faisait place à l'honnêteté. Les défenses de Marie, lentement érodées par l'épuisement et la vérité, cédèrent. Elle leva les yeux vers lui. Elle le regarda vraiment. Et pour la première fois ce jour-là, son visage s'adoucit. « Je suis désolé pour votre sœur, dit-elle doucement. » Joseph offrit un petit signe de tête. « Merci. » Une pause. Puis, doucement, il s'approcha, se baissant à son niveau. Il tendit la main, non pas hardiment, juste assez pour poser légèrement une main sur son épaule, à peine là, presque comme pour demander la permission. Marie ne tressaillit pas. Elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle laissa le poids de cela s'installer, chaud et réconfortant. Elle expira lentement, fermant les yeux un bref instant. Et quand elle les rouvrit, elle murmura « Merci d'être resté ». La voix de Joseph était presque un murmure. Bien sûr. Et dans cette pièce calme, sous le bourdonnement des lumières fluorescentes et la respiration régulière d'un enfant endormi, une femme qui avait oublié ce que la sécurité ressentait était assise à côté d'un homme qui avait jadis échoué à quelqu'un et refusait de le faire à nouveau. Ce n'était pas un début, pas encore. Mais ce n'était plus seulement de la survie. C'était quelque chose de plus. L'appartement était silencieux. Janice dormait enfin après une longue journée épuisante, sa fièvre diminuant peu à peu. Marie se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main, la lueur de l'écran éclairant son visage fatigué. Elle hésita avant de taper. « Merci pour tout. Je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir hier sans vous. » Elle fixa le message un instant, son pouce planant au-dessus de « Envoyer ». Puis elle le cacha. À l'autre bout de la ville, dans une suite en hauteur éclairée par les lumières de la ville et les feuilles de calcul, Joseph Westridge lut le message. Il ne sourit pas entièrement, mais ses épaules se détendirent, et ses yeux s'attardèrent sur le message plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la curiosité, du respect, et quelque chose d'autre qu'il n'était pas prêt à nommer. Mais alors qu'il posait le téléphone, un nom lui vint à l'esprit, un nom qui lui démangeait dans le fond de ses pensées depuis leur conversation dans la voiture, James Barrett. Quelque chose ne collait pas. Il alluma son ordinateur portable et ouvrit le portail d'examen interne des candidatures pour Westridge Industries. Des dizaines de candidats avaient récemment soumis des propositions et des portfolios, mais un dossier attira son attention. Ses manières charmantes, James Barrett. Joseph cliqua. Le CV était soigné, trop soigné. Il parlait d'expérience de niveau exécutif, de développement de stratégie, de leadership et de marketing.
La dernière position listée, directeur de campagne senior, division pilote Westridge. Sauf que Joseph ne se souvenait pas avoir jamais vu le nom de James en lien avec ce rôle. Il plissa les yeux et parcourut le projet joint au dossier, l'une des campagnes de sensibilisation communautaire les plus réussies de l'entreprise il y a des années. Le nom de Marie avait été sur ce projet, pas celui de James. Joseph vérifia les anciens dossiers des employés. L'initiative avait été conçue par Marie Mitchell, alors jeune manager, sous la tutelle du chef de département. Il n'y avait aucune mention de James Barrett dans les archives. Son sang se glaça. Il continua de faire défiler, fouillant dans les antécédents de James, profil lié, présence sur les réseaux sociaux, mention dans les médias. Un article le figea, Westridge Industries accueille James Barrett pour la phase finale. Fiancé à Catherine Montrose, fille d'un investisseur clé. Joseph se pencha en arrière sur sa chaise, sa mâchoire serrée. Ce n'était pas seulement un ex-mari avec un ego blessé. C'était un fraudeur qui repackageait du travail volé comme le sien. Pire, il exploitait cette fausse réputation pour obtenir un rôle dans l'entreprise même que Marie avait aidé à construire, maintenant avec le soutien de l'une de leurs plus grandes familles d'investissement. C'était un scandale prêt à éclater, un risque non seulement pour la dignité de Marie, mais pour toute la marque Westridge. Joseph se leva de sa chaise. Le lendemain, il appela Marie. Ils se rencontrèrent dans un petit café non loin de son appartement. C'était calme, chaleureux, niché entre deux librairies. Marie arriva emmitouflée dans un épais manteau, Janice à la maison avec une voisine. Elle semblait plus forte, mais l'inquiétude n'avait pas quitté ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle en se glissant dans la banquette en face de lui. Joseph ne perdit pas de temps. Il sortit sa tablette et la tourna vers elle, lui montrant le CV. Marie se figea, la photo, le titre du poste, le projet. Ses yeux parcouraient rapidement l'écran, ses mains tremblant légèrement. « Il a utilisé cette campagne » murmura-t-elle. Joseph hocha la tête. « Il en a revendiqué la pleine paternité, il a revendiqué votre travail, et maintenant il est à 2 doigts d'un poste de direction chez Westridge. » Marie se pencha en arrière, stupéfaite. « Et Catherine Montrose ?»« Fiancée » confirma Joseph. « C'est la fille du président du fonds Montrose. Si cela devient public, toute la relation entre nos entreprises est en jeu. » Marie serra les lèvres, essayant de calmer sa respiration, mais ses yeux se remplirent de larmes quand même. « Il m'a utilisé, dit-elle, la voix brisée. Il est parti quand j'avais le plus besoin de lui. Et maintenant, il m'efface des registres, de tout. » Joseph ne tendit pas la main. Il n'interrompit pas. Il la laissa simplement s'asseoir avec la vérité, la laissa la ressentir, la nommer. Et quand elle leva enfin les yeux, il y avait quelque chose de différent sur son visage, pas seulement de la tristesse, de la détermination. Marie entra au siège de Westridge comme quelqu'un qui pénètre dans un souvenir qu'elle avait essayé d'oublier. Le hall imposant en verre était exactement comme elle s'en souvenait, frais, propre, vibrant d'une confiance tranquille. Elle serra son manteau près d'elle et se rappela qu'elle n'était pas là pour demander l'aumône. Elle était venue ici auparavant, une fois, pour des raisons très différentes. Elle avait sa place autrefois. Peut-être l'avait-elle encore. Joseph la rencontra à l'ascenseur, vêtue d'un costume gris ardoise, sans cravate. Il lui offrit un sourire calme, puis se retourna et la guida sans petite conversation. Lorsqu'ils atteignirent son bureau, il lui fit signe de s'asseoir. Elle s'exécuta. Sur le bureau devant elle, il y avait un dossier. Son nom, Marie Mitchell, était tapé proprement sur l'étiquette. Joseph le fit glisser vers elle. « Prenez votre temps. Lisez-le attentivement. » Elle l'ouvrit lentement, incertaine de ce à quoi s'attendre. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi formelle, directrice de l'engagement communautaire, initiative d'impact Westridge, horaire flexible, garde d'enfants sur place, salaire compétitif, contribution directe à la politique de l'entreprise pour les programmes de sensibilisation sociale. Marie halta. Elle tourna la page. Son nom était déjà sur le contrat. La date de début avait été remplie dans seulement 3 jours. Le dossier avait été signé par Joseph et le conseil d'administration. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle fermait le dossier. « Je ne comprends pas, dit-elle doucement. C'est un vrai poste, un poste important. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Joseph se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix douce mais inébranlable. « Parce que je vous ai vu, dit-il,
dans ce magasin, à l'hôpital, tenant votre fille comme si le monde en dépendait. Et peut-être que c'était le cas. Vous vous êtes battu pour elle. Vous n'avez pas scié. Vous n'avez pas plaint. Vous avez simplement fait ce qu'il fallait faire. Il fit une pause. Et parce que j'ai déjà fait l'erreur de ne pas voir des gens comme vous avant qu'il ne soit trop tard, je ne ferai plus cette erreur. Les yeux de Marie brillèrent. Sa gorge se serra. Elle regarda de nouveau le contrat. Son nom, imprimé soigneusement, semblait irréel. Ce n'est pas de la pitié, demanda-t-elle, plus vulnérable qu'elle ne l'avait voulu. Joseph secoua la tête. Ce n'est pas de la charité, Marie. C'est de la reconnaissance. Vous avez gagné cela il y a des années. Je m'assure juste que vous ne soyez pas effacé. Elle hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. Puis son ton changea, plus assuré. Et James? Joseph joignit les mains. Je ne vous utiliserai pas pour le faire tomber. Ce n'est pas votre fardeau. Ce poste est le vôtre, que vous vouliez dire quelque chose ou non. Le conseil l'a déjà approuvé. Marie l'observa, la façon dont il était assis, le poids de ses mots. Elle se souvint de la nuit à l'hôpital, de la douceur de sa voix quand il parlait de sa sœur, de la façon dont il ne lui avait rien demandé en retour. Mais elle savait quand même. Je le ferai, dit-elle, relevant le menton. Je dirai quelque chose. Joseph la regarda, les sourcils légèrement froncés. Vous n'êtes pas obligé. Je le veux, dit-elle. Non pas par vengeance, mais parce que le silence, son silence, m'a fait sentir que je n'avais jamais existé. Comme si tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais donné n'était rien. Sa main serra le bord du bureau. Je veux le dire là où ça compte. Là où il compte, au gala. Devant eux tous. Joseph expira lentement, puis hocha la tête. Je vous soutiendrai, dit-il. Quoi qu'il arrive. Marie esquissa un petit sourire reconnaissant, puis se leva, serrant le contrat contre sa poitrine. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle regarda en arrière une fois, sa voix plus douce maintenant. Merci de m'avoir vu. Joseph ne sourit pas, mais le regard dans ses yeux était plus chaleureux que n'importe quel sourire n'aurait pu l'être. Le gala Westridge fut tout simplement spectaculaire. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de la grande salle de bal. Des serveurs en nœuds papillons se déplaçaient sans effort parmi les foules tenant des flûtes de champagne. Des rires se mêlaient au jazz d'un quatuor en direct sur scène. C'était une nuit de célébration, de réputation, de pouvoir, le genre de nuit où les regards s'attardaient plus longtemps que les mots. Mais tout cela s'arrêta au moment où Marie Mitchell franchit les portes principales. Toutes les têtes se tournèrent. Elle se tenait radieuse dans une robe vert océan profond qui tombait comme de l'eau soyeuse, simple mais indéniable, ses cheveux coiffés en élégantes vagues. Dans ses bras, non pas un sac à main, mais de la confiance, de la grâce. Et à côté d'elle, calme et posé dans un costume noir, se tenait Joseph Westridge. Un murmure traversa la pièce comme un silence avant l'orage. C'est Marie Mitchell. Elle était l'une des nôtres. Elle est de retour. Marie entendit tout, mais rien ne l'atteignait maintenant. Elle avançait avec détermination. Elle n'était pas là pour impressionner. Elle était là pour parler. Ils traversèrent lentement la pièce. Marie aperçut des visages familiers, d'anciens collègues, des cadres des RH, quelques personnes qui avaient autrefois loué son travail puis disparu lorsqu'elle était tombée. Aucune d'entre elles ne put soutenir son regard longtemps. Puis il apparut, James Barrett. Il traversa rapidement la pièce, feignant l'aisance. Son smoking était impeccable, son sourire répété. Catherine Montrose, étincelante de diamants, le suivait de près. Eh bien, dit James, s'arrêtant devant eux, sa voix désinvolte mais tendue. Je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. Marie croisa son regard, calme, clair. Non, dit-elle, vous vous attendiez à ce que je reste effacé. James rit, gêné. Marie, allons. Ne faisons pas de scène. Vous avez menti, dit-elle, plus fort maintenant. Pas seulement sur votre passé, mais sur le mien aussi. La musique s'adoucit derrière eux. Quelques invités proches se tournèrent pour écouter. Vous avez pris les projets que j'ai créés. Vous avez réécrit l'histoire et signé votre nom là où le mien se trouvait. James changea de position. Ce n'est pas juste. Elle se tourna vers Catherine,
croisant le regard de la femme dont le nom de famille pouvait acheter des villes entières. Vous savez qu'il a menti, dit Marie, sa voix ferme. Vous avez vu les incohérences. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est, épouserez-vous toujours le mensonge? Silence. Catherine ne dit rien, mais sa main quitta lentement le bras de James. Joseph s'avança alors, non pas pour se donner en spectacle, non pas pour attaquer, mais pour remettre un dossier scellé à un membre du conseil d'administration voisin. C'était discret, professionnel. À l'intérieur, des preuves du CV falsifié de James, de fausses attributions de projets et des références internes signalées par l'équipe d'éthique de l'entreprise. Cela avait déjà été examiné. Ce soir n'était que la formalité. Le membre du conseil d'administration fit un signe de tête à Joseph, puis murmura à un collègue. En quelques minutes, la pièce changea. James fut mis à l'écart par le chef du service juridique. Catherine recula, n'étant plus à ses côtés. Et Marie? Elle se tenait droite, la posture fière, les mains calmes le long de son corps. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle avait simplement dit la vérité dans une pièce qu'il avait autrefois réduite au silence. Joseph se pencha vers elle, la voix basse et pleine d'une fierté tranquille. Vous n'avez pas seulement récupéré votre nom, dit-il. Vous leur avez rappelé à tous ce qu'il signifie encore. Marie se tourna vers lui, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Ça fait du bien, admit-elle. Non pas d'être en colère, juste d'être libre. Ils ne restèrent pas longtemps après cela. La pièce bourdonnait de spéculation et de loyauté changeante, mais Marie avait dit ce qui devait être dit, et le reste? Le reste était enfin derrière elle. Le nouveau bureau n'était pas au dernier étage. Il n'était pas garni de verre ou de marbre, et il n'y avait pas de vue d'angle sur la ligne d'horizon de Boston, mais il avait quelque chose que Marie n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Les murs de la division d'impact communautaire étaient peints dans des tons chaleureux. Il y avait des dessins colorés d'enfants locaux épinglés sur des tableaux en liège. Une modeste salle de jeu était au bout du couloir où Janice, maintenant plus forte et respirant facilement, passait quelques heures chaque jour sous la douce garde d'un personnel qualifié. Marie était assise à son bureau, un vrai bureau, avec son nom gravé sur une plaque en laiton, et tapait une proposition pour un nouveau programme de mentorat parascolaire. Son badge indiquait « Marie Mitchell, directrice des programmes communautaires ». Elle n'arrivait toujours pas à y croire, mais c'était réel. Elle était de retour, non pas comme quelqu'un cherchant la validation, mais comme quelqu'un qui donnait maintenant aux autres une chance de s'élever. Joseph ne l'a jamais surveillée. Après le gala, il avait repris sa routine habituelle, réunion silencieuse, appel aux investisseurs, gérant Westridge avec une calme précision. Mais ici et là, de petites choses parlaient plus fort que les mots. Une soupe chaude de courges buternues envoyée de la cuisine exécutive un lundi froid. Un livre sur les soins tenant compte des traumatismes, laissé discrètement sur son bureau avec une note adhésive, j'ai pensé que cela pourrait t'aider. Pas de pression, j'ai. Un lapin en peluche livré dans le casier de Janice avec une petite carte, chaque explorateur a besoin d'un doux compagnon. Et puis, un après-midi, alors que les derniers rayons du soleil peignaient le bureau en or, Joseph apparut devant la salle de jeu, quelque chose à la main. Il le tendit d'abord à Janice, un épais livre photo avec une douce reliure en cuir, et un titre ludique en lettres dorées, Nouveau départ. À l'intérieur, des pages remplies de photos de parcs de Boston, des illustrations dessinées à la main d'étoiles et d'arbres, et de douces citations sur l'espoir et la résilience. Tout à la fin, il y avait une page blanche intitulée « Pour le reste de votre histoire, quand vous serez prête à l'écrire ». Marie le regarda longuement. Puis elle regarda Joseph. « Vous avez fait ça ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête doucement. « C'est pour elle, mais aussi pour vous. » Elle referma doucement le livre et s'approcha, ses yeux fermes mais doux. « Vous ne m'avez pas sauvé, Joseph, dit-elle. Je me suis sauvé moi-même. » Une pause. Puis, avec un léger sourire, elle ajouta, « Mais vous, vous m'avez rappelé que je valais la peine d'être sauvé. » Joseph ne parla pas. Il tendit simplement la main, et pour la première fois, elle ne se retira pas. Leurs doigts se trouvèrent calmement, avec confiance. Le vent extérieur s'était calmé. Janice s'assoupissait déjà dans sa poussette, le livre blotti sur ses petits genoux. Joseph marchait aux côtés de Marie alors qu'ils sortaient du bâtiment, leurs mains encore lâchement entrelacées. Les rues de Boston brillaient dans la pénombre ambrée du crépuscule. Juste une femme, un homme et un enfant,
tranquillement, magnifiquement, recommençant. Parce que certaines familles ne naissent pas, elles sont choisies. Non par sauvetage, mais par reconnaissance. Non parce que quelqu'un avait besoin d'être sauvé, mais parce que quelqu'un a choisi de rester. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers des histoires qui touchent l'âme. L'histoire de Marie, Janice et Joseph, une mère célibataire en difficulté, un bébé malade, un étranger qui a choisi la compassion plutôt que le jugement. Pas de miracle, pas de sauveur, juste de la gentillesse au bon moment, et le courage de tendre la main quand cela compte le plus. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que de nouveaux départs sont réels et que l'espoir peut nous trouver dans les coins les plus sombres, veuillez aimer, commenter et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'histoire qui touche l'âme pour plus de récits de véritables bons en avant qui réchauffent le cœur, remuent l'âme et nous rappellent à tous ce qui compte vraiment. Parce que chaque âme mérite une histoire, et chaque histoire mérite d'être ressentie. Rendez-vous à la prochaine.